J'avais commencé à m'intéresser beaucoup aux problèmes culturels au milieu des années 1960. L'évolution de la géographie à partir de 1968 me conduit à y attacher davantage d'intérêt encore, parce que c'est le moment où une réaction se dessine contre certains aspects de la nouvelle géographie. Et cette réaction, elle se marque en particulier par le développement d'approches phénoménologiques ou herméneutiques. On découvre l'expérience de chacun, on redécouvre un ouvrage écrit par un historien et géographe français, Éric Dardel, en 1952, L'homme et la terre. Éric Dardel était un protestant, il était proviseur du lycée d'Anguin à 3 km d'ici, de Montmorency, ou à 4 km d'ici. J'ai rencontré sa veuve il y a une vingtaine d'années, on a longuement parlé de lui. Éric Dardel avait fait une thèse d'histoire et de géographie à la fois sur les pêcheurs de Boulogne, enfin bon. Mais il était, par ailleurs, le beau-fils du pasteur Lénart, le grand anthropologue de la Calédonie française. Et il avait rencontré très souvent chez Lénart Mircea Eliade, qui était en France durant la guerre et jusque dans les années 50, et c'était un ami de Mircea Eliade. Enfin, il avait comme beau-frère le traducteur de Heidegger en France, et sa femme me rappelait de séances où le dimanche, quand la famille du pasteur Lénart se réunissait rue Gay-Lussac à Paris, il y avait une dispute entre les deux beaux-frères parce que le Dardel voulait à tout prix traduire un volume de Heidegger. Donc, vous voyez, une filiation. Et pour Dardel, la géographie n'est pas une science quelconque, c'est une réflexion sur le fait que le destin de l'homme est un destin ici-bas, l'influence du protestantisme et derrière l'influence de Heidegger. Donc il y a tout ce courant qui arrive et qui fait que l'on prête attention à ce que les romanciers racontent dans les romans, à ce que les poètes racontent. On introduit toute une dimension vécue pour essayer de sortir de la dimension statistique, souvent un peu desséchante de la nouvelle géographie. Une dimension qui lui est consubstantielle, parce que étudier les villes comme des lieux centraux, c'est étudier ce qu'elles sont en commun, ce qu'elles ont en commun, beaucoup moins que ce qui les différencie. Et par conséquent, si vous vous contentez dans la description d'un pays à dire il y a tel lieu central ici, tel lieu central ici, tel lieu central, vous ne donnez pas idée de ce qu'est la ville en elle-même, vous ne donnez pas envie de la visiter. Vous découragez le lecteur. Donc c'est contre cela que se dessine un courant. Un des deux courants qui perturbe l'évolution de la nouvelle géographie à partir de 1970, et l'autre courant étant un courant radical. Un certain nombre de jeunes géographes qui critiquent la nouvelle géographie et l'approche économique en général, parce que pour elle, à partir d'un moment où une économie fonctionne, elle a le droit de fonctionner, fût-elle esclavagiste. Et par conséquent, ils réclament une géographie qui prenne en compte les dimensions d'équité, de liberté,
que les approches de la nouvelle géographie ignoraient complètement. Donc il y a un remue-ménage complet. C'est à ce moment-là que les géographes français se mettent à faire de la nouvelle géographie et qu'ils la teintent d'une dimension radicale, très souvent. C'est à ce moment-là que d'autres choisissent de s'inspirer de la littérature. Je pense par exemple à quelqu'un comme Armand Frémont qui écrit la géographie de la Normandie telle qu'on peut la lire à travers les romans de Flaubert. Ou je pense à, à Michel Foucault, donnant une idée de la géographie du bocage normand à travers la fuite d'un parricide, moi, Pierre Rivière, qui est égorgé, mon père et ma mère, les confessions de ce parricide, et qui, après son meurtre, au fond, veut revivre tous les lieux où il a été. Bon, c'est cela qui devient la mode. Donc des problèmes qui touchent, des aspects qui touchent à la culture, mais également à la justice. Alors je profite de la naissance de nouvelles revues de géographie, l'espace géographique, pour demander et obtenir qu'on organise des réunions sur des thèmes comme la géographie de la perception, comme l'approche culturelle en géographie. Mais je n'ai pas la volonté à ce moment-là de systématiser ces problèmes, pas dans l'immédiat. Ce qui m'importe, c'est de réagir contre certains aspects de la théorie radicale. Beaucoup de géographes à ce moment-là se réclament du marxisme. Or, dans Marx, il n'y a pas d'espace. Henri Lefebvre publie en 1972 un ouvrage sur le marxisme et la ville, dans lequel il explique qu'au début de Marx, il y a une réflexion sur la ville et la campagne, mais qu'elle est complètement absente, déjà ou très peu présente dans les Grundrisse, et puis qu'elle est complètement absente dans le Capital. Et je suis assez fâché de voir que les gens puissent dans le marxisme des choses qui n'y sont pas. Et d'ailleurs, le meilleur représentant de la géographie radicale, David Harvey, un Anglais installé à ce moment-là aux États-Unis, prend conscience de cette absence d'espace dans la pensée marxiste, ne renonce pas au marxisme, mais passe 10 ans de sa vie à relire Marx pour donner une dimension spatiale au marxisme, ce qui est fait par la publication en 1983 de son ouvrage « The Limits to Capital ». Donc, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'espace. Et j'écris en 1978 un article dans la revue L'Espace géographique sur la pensée spatiale et l'espace, où je dis la même chose que Henri Lefebvre. Lefebvre dit il n'y a pas de réflexion sur la ville dans Marx, et je dis il n'y a pas de réflexion sur l'espace dans Marx. Comme j'ai la réputation d'être un géographe de droite, on me tombe dessus à bras raccourcis. La revue publie une critique par un collectif de géographes, ce que je reproche vivement à la revue, non pas d'avoir publié ces textes, mais d'avoir accepté la signature par un collectif. Parce que dans le monde universitaire, les collectifs, à mon sens, n'existent pas. On prend une position ou on ne la prend pas, on ne se met pas à l'abri derrière un collectif. Bon. Et derrière cela, c'est en grande partie le problème de l'idéologie qui m'intéresse. C'est cet aspect des sociétés et de la pensée marxiste qui m'intéresse. J'ai l'occasion, entre 1974 et 1977, durant 3 ans, de déjeuner une fois par semaine avec un Finlandais, Jussi Raumolin,
qui parle le français zozotan parce qu'il a un petit défaut de prononciation. Il parle le finnois comme finlandais, le suédois parce que c'est un pays bilingue, le russe parce que c'est un pays voisin, le polonais parce que le russe et le polonais c'est la même chose, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Il parle pratiquement toutes les langues européennes et il a une érudition prodigieuse. Et en particulier, il a lu ce que j'ai écrit dans mes ouvrages sur l'histoire de la géographie, mais il me dit « mais pourquoi n'avez-vous pas cité un tel ?» Et il me fait prendre conscience de l'importance, par exemple, de Jean Brun, un philosophe français qui s'intéresse aux problèmes de représentation. Il me fait surtout prendre conscience de l'importance de Mircea Eliade. Et il me fait prendre conscience de la dimension spatiale de l'interprétation du mythe chez Eliade, ce qui me manquait jusque-là. Ce que dit Eliade, c'est que le sacré, c'est ce que les gens éprouvent lorsqu'ils ont le sentiment qu'il y a quelque part une autre sphère présente, un autre monde. Cet autre monde peut être celui du ciel ou de l'enfer des religions révélées. Ça peut être le monde des forces cachées dans les êtres ou dans les choses de l'animisme. Ça peut être, et c'est ce que j'explore dans les années 1976-1980, le monde caché des idéologies qui se développent à partir du XVIIe siècle. Parce que de ma critique du marxisme, je retire que les réduire à l'idée de fausses idées est une erreur. Et de l'idée de Mircea Eliade, j'en retire l'idée que c'est une façon de se donner le moyen de juger le monde, d'instaurer un ordre normatif. L'image de l'autre monde est une image qui nous permet de juger notre monde et de dire ce que notre monde devra devenir ou devrait revenir. C'est cela. Et donc il me semble qu'il y a là une percée pour la géographie culturelle qui n'a pas été faite. Et c'est cela qui m'amène à quelque chose qui sort du domaine habituel de la géographie, qui est cet ouvrage que je publie en 1980 et qui est consacré au mythe fondateur des sciences sociales, avec une jolie couverture représentant la tour de Babel dans un tableau du XVIIe siècle néerlandais. Donc voilà, et c'est une étape très importante dans mon approche de la culture, une approche très importante parce qu'elle me conduit à m'intéresser à autre chose que la culture matérielle, à autre chose aussi que ce qu'apportent les travaux menés par les géographes radicaux. C'est le moment où l'on trouve par exemple, ou un peu après, ce qu'on appelle la New Cultural Geography en Angleterre, autour de Denis Cosgrove, et l'ouvrage essentiel de Denis Cosgrove, qui est passionnant, est en même temps un peu décevant. C'est une étude sur la société vénitienne du XVIIe siècle et la société anglaise du XVIIIe et du XIXe siècle, sur leur paysage, et en particulier sur
l'imposition par l'aristocratie vénitienne, dont la terre ferme, de paysages palladiens, parce que c'est Palladio qui fabrique les villas de cette aristocratie, et autour d'elle que se dessinent les jardins qui marquent en partie cette campagne. Et au XVIIIe siècle, cette façon de concevoir les paysages est importée en Angleterre à la suite de Lord Burlington et de, je cherche le nom du paysagiste qui le conseille, peu importe, et par conséquent le jardin à l'anglaise s'impose. Il s'impose parce qu'il y a une aristocratie foncière à la fois dans la terre ferme et en Angleterre, et elle s'impose parce que cette aristocratie foncière cherche à travers la réalisation de ces paysages de rêve à prouver sa supériorité culturelle et à se donner de l'autorité vis-à-vis des couches populaires. Et par conséquent, ce qu'il montre, c'est que le paysage est dans une certaine mesure un reflet de classe et qu'il y a à travers cela des effets de domination qui se mettent en place. Alors, c'est passionnant, et en même temps, ça me paraît un peu décevant, parce qu'il me semble que dans le rêve palladien, dans son expression vénitienne ou dans ses développements postérieurs en Angleterre, il y a autre chose, il y a une part de rêve. Et si on le réduit à une domination de classe, on oublie cela. On oublie que bon, il y a des ordres anciens qui sont présents, il y a des temples détruits que l'on met en place. Il y a toute une mythologie, et cette mythologie fait partie également du paysage, enfin, et par conséquent mérite d'être. Et cela me conduit à essayer de fabriquer une approche plus systématique de la géographie culturelle. Durant les années 80, je suis presque toujours surchargé de travail. C'est le moment où j'ai eu le plus de travail de ma vie, entre 1982 ou 83 et 1993. Et ce projet d'écrire une géographie culturelle, j'ai de la peine à le mettre en œuvre. Je m'intéresse à beaucoup de questions qui touchent à la culture. J'organise en 1990 un colloque qui est publié quelques années plus tard sur les géographies populaires. Comme il y a une botanique populaire, il y a une géographie populaire, et il y a un colloque avec une cinquantaine de participants tenu à Bordeaux qui permet de faire un peu le tour de cela, un des aspects importants de la géographie culturelle. Et c'est finalement en 1995 simplement que je publie un ouvrage que l'éditeur me force à intituler « Géographie culturelle ». Or, ce n'est pas ce qui me paraît important là-dedans. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'on appellera quelques années plus tard le tournant culturel, c'est-à-dire qu'en s'intéressant à la culture, en adoptant une approche culturelle, on modifie les bases de la géographie. On est obligé de la repenser. On est obligé d'y prendre en compte ce qui était jusque-là souvent négligé, c'est-à-dire le rôle des représentations, la dimension symbolique. Et ceci se traduit par la transformation de la géographie sociale ou culturelle en, je dirais, une géographie socio-culturelle qui intègre les deux problèmes, parce que qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est quelque chose qui naît
de la transmission de la culture à des enfants. Ça naît d'une société, ça passe par la culture et ça recrée une société. Et ça se passe dans l'espace. C'est un processus socio-spatial, socio-culturel. Et par conséquent, les limites entre les domaines deviennent poreuses et chacun des domaines de la géographie demande à être repensé. Je préside la Commission internationale de géographie culturelle de 1996 à 2004 et je m'emploie à diffuser ces idées à ce moment-là.